Au sommaire, CPI, Lafarge, Corée pour finir RCA. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Commençons tout de suite avec la CPI. À maintes reprises, la Cour pénale internationale a démontré qu'elle n'était pas vraiment une cour dotée d'une impartialité à toute épreuve. Elle juge plutôt ceux qui ne défendent pas les intérêts occidentaux, qui consistent à s'enrichir au détriment des populations africaines. Et pour cause, la CPI vient de refuser pour la 13e fois la liberté provisoire à Laurent Gbagbo, que la majorité des témoins à charge ont pourtant blanchi. Mais pourquoi ? Selon certains experts, ceux qui le détiennent illégalement à La Haye ont pour but de l'y garder pour appauvrir, terroriser et humilier les Ivoiriens au maximum, pendant que ceux qui ont financé la rébellion font fortune. Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont détenus à la Cour pénale internationale depuis novembre 2011 et mars 2014. Le procès conjoint des deux hommes s'est ouvert le 28 janvier 2016 et cette décision est très mal accueillie par la défense de l'ex-président ivoirien. Il affirme que ce n'est jamais plaisant de voir qu'une énième fois, la libération du président Laurent Gbagbo lui est refusée et de la colère parce qu'à mon sens, d'un point de vue juridique, rien ne vient justifier une telle décision qui apparaît comme un acharnement judiciaire, indique donc Maître Habiba Touré, donc l'avocate de Laurent Gbagbo. La nouvelle requête des avocats de l'ancien président ivoirien s'est basée sur des raisons médicales, mais les juges ont estimé que la santé de Laurent Gbagbo est stable et qu'il reçoit un traitement optimal pour son état et son âge. La situation du président Laurent Gbagbo depuis son renversement par l'armée française le 11 avril 2011 a une fois de plus très fortement remis en question la Cour pénale internationale, mais aussi son indépendance. Tout de suite, affaire Lafarge. Syrie, comment Lafarge informait l'État français. Dans l'affaire du financement de l'État islamique par l'entreprise française de métaux de construction, Libération révèle que les renseignements français étaient informés de façon précise et régulière par la direction sûreté. L'Élysée et le Quai d'Orsay participaient à des discussions stratégiques sur l'envoi de soldats dans l'usine. La révélation est sulfureuse et ouvre un nouveau front dans l'enquête judiciaire sur les agissements de Lafarge en Syrie. Le 12 avril, Jean-Claude Vieillard, ancien directeur sûreté de la multinationale française qui a fusionné en 2015 avec le Suisse Holcim, passe la journée dans le bureau de la juge d'instruction parisienne Charlotte Bilger. Il fait partie des 6 dirigeants du cimentier mis en examen pour avoir versé d'importantes sommes d'argent entre 2012 et 2014 à plusieurs groupes armés, dont l'État islamique, dans le but de poursuivre l'activité de la cimenterie syrienne en zone de guerre. Lors de ce 3e interrogatoire révélé par Libération, la juge questionne Jean-Claude Vieillard sur ce point crucial. Les services de renseignement français étaient-ils informés de la réalité du financement de l'État islamique par Lafarge? La réponse est limpide. Ouvrons les guillemets. Je ne faisais pas le tri dans les informations que je donnais aux services de renseignement. Fermons les guillemets. Et d'enfoncer le clou, ouvrons les guillemets. Au cours des réunions, j'ai donné toutes les informations. Fermons les guillemets. Selon l'agenda fourni par Jean-Claude Vieillard aux enquêteurs, le directeur sûreté a rencontré à 33 reprises les différents services de renseignement extérieurs, DRM, DGSE et intérieur, DGSI, entre 2012 et 2014. Un canal fructueux qui a pu permettre au plus haut niveau de l'État d'être avisé en temps réel des équilibres militaires dans le nord de la Syrie, mais aussi de la réalité des agissements de Lafarge. Jusqu'ici, le scandale dépeignait surtout l'entêtement d'une multinationale pour engranger des profits au risque d'exposer ses salariés aux enlèvements et de contribuer au financement d'une organisation terroriste. Désormais, c'est l'État qui apparaît au cœur de l'affaire. Tout de suite, actualité en Corée. Sommet intercoréen. Les dirigeants du Sud et du Nord ont signé une déclaration commune. Dans le cadre d'une déclaration conjointe des dirigeants sud-coréens et nord-coréens, les deux pays ont convenu de cesser toutes leurs activités hostiles sur mer, sur terre et dans les airs. De plus, les deux pays vont déclarer cette année la fin de la guerre de Corée et transformer l'accord de cessez-le-feu en accord de paix.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in ont signé vendredi une déclaration conjointe dans le cadre du sommet de Panmunjom. Les dirigeants des deux Corées ont convenu de cesser toutes leurs activités hostiles sur mer, sur terre et dans les airs. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de transformer la zone démilitarisée DMZ qui sépare les deux pays en une zone de paix. Il n'y aura plus de guerre entre les Corées, souligne la déclaration. La Corée du Sud et la Corée du Nord vont déclarer cette année la fin de la guerre de Corée, dont l'armistice avait été signé en 1953, et vont transformer l'accord de cessez-le-feu en accord de paix. De plus, les dirigeants se sont engagés vendredi à opérer une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Les parties ont convenu que les mesures prises par le Nord pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne sont d'une grande importance et ont décidé qu'à l'avenir, le Sud et le Nord feront tout leur possible pour tenir leurs engagements. Le président Moon se rendra cet automne à Pyongyang, ajoute la déclaration. De son côté, Kim Jong-un a promis de ne pas répéter les erreurs du passé. Ouvrons les guillemets, nous renonçons à toute action hostile, cela se produira le 1er mai et comprendra l'élimination physique de moyens de propagande ainsi que la cessation totale de la distribution de tracts dans la zone démilitarisée. Fermons les guillemets, indique le document. En outre, Kim Jong-un a déclaré ses espoirs quant à une réunification de la péninsule. Je crois que le Nord et le Sud se réuniront dans l'avenir, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans le cadre du sommet intercoréen. Kim Jong-un a annoncé s'attendre à ce que les Coréens du Nord et les Coréens du Sud puissent, à l'avenir, traverser la frontière librement entre les deux pays. Vendredi, Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à franchir la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. La première réunion avec le président sud-coréen Moon s'est déroulée dans la partie sud-coréenne de la zone démilitarisée. Comme prévu, les dirigeants des deux Corées ont discuté des questions dont dépendent l'amélioration des relations nord-sud, ainsi que de la dénucléarisation nord-coréenne et des perspectives de réunification. Et pour finir, RCA. Le fait que c'est Paris qui organise le coup d'État qui vient d'échouer en RCA contre le président Touadéra. Parce que les forces, les milices qui opèrent en RCA sont les enfants directs des services secrets français. Et quand nous le disons, nous ne sommes pas en train de faire une affirmation, je donne des éléments historiques de preuve. La longue tradition de coup d'État qui s'est implantée en RCA a un seul parrain, Paris. On va prouver ça très rapidement. Depuis Bokassa, qui a organisé l'opération Barracuda en RCA? Valéry Giscard d'Estaing. Il s'appelle qui? Valéry Giscard d'Estaing. Officiellement parce que Bokassa s'était rapproché de Kadhafi à l'époque. Mais il y a plus grave, c'est que ce monsieur a pris la forme de Bokassa. Bokassa l'a reçu comme un frère. Bokassa était naïf. C'était un gentil Africain. Oui. Naïf, les Africains, ils riaient. Alors, il a reçu Giscard d'Estaing chez lui. Ce monsieur, président de France, a dragué sa femme. Lui a fait un enfant. Tout va bien. Mais en plus, volé le diamant du pays. Volé. Alors, quand il a vu qu'il a accumulé beaucoup, n'est-ce pas, cette affaire-là, il a commencé, vous savez qu'il a compris que Bokassa la tient déjà. Ils ont tué cet enfant. Bokassa, oui, bien sûr. Il dit que, oui, monsieur, vous voulez vous dire. Cet enfant a été tué au Cameroun dans un accident d'avion. Il faut le rappeler aux gens. Bien sûr. Elle dit, quelqu'un te reçoit chez lui comme un frère, tu prends sa femme, tu lui fais un enfant. Oui. Pourtant, quand lui vient chez toi, il ne tient pas ta femme. Alors, Bokassa connaissait déjà trop sur Giscard d'Estaing. Il fallait l'enlever. Alors, quand Bokassa s'est rapproché de la Libye parce que la France lui faisait des misères, il ne fallait le payer, il a organisé Barracuda. C'est-à-dire que Bokassa était dans un avion pour aller en Libye. La France a détourné l'avion en l'air. Écoutez-moi bien, hein? La France a détourné l'avion et elle a amené l'avion à atterrir au village de Valéry Giscard d'Estaing. Et dans l'avion, on a déshabillé Bokassa, on lui a fait, c'est-à-dire qu'il était pratiquement nu. Je ne suis pas en train de blaguer, hein? Je raconte des choses historiques. Bokassa a été amené vers le village Giscard d'Estaing, c'est là où on l'a amené.
On a pris David Dako, il était en tenue de nuit, hein, En pyjama. en pyjama. On l'a mis dans l'avion, on a dit tu vas à Bangui, tu es président. Voilà comment les légionnaires français l'amènent dans la C'est-à-dire qu'il faut que les gens nous entendent et écoutent ce que nous sommes en train de dire. Deuxième coup d'État, allons-y. Patassé est renversé, pourquoi? Félix Patassé. Oui. Pour les mêmes raisons. Parce qu'on dit s'est rapproché de la Libye, Patassé. La France va organiser un des plus grands crimes contre l'humanité. Les Jean-Pierre Mbemba, ces troupes vont se retrouver en RCA. Ils vont tuer les Centrafricains. C'est Paris qui... Paris. Mais Paris Et comme ils sont tellement cyniques, Oui. on ne les verra pas. Bemba portera le chapeau après. Comme Charles Taylor a porté le chapeau, il est à la CPI. Personne n'a touché Paris. Alors que Compaoré, Paris... Bon, je dis que c'est une tradition. Pardon, on parle avec les preuves. Nous ne faisons pas les histoires, des trucs comme ça là. On parle avec les preuves, on demande. Alors, Bokassa, deuxième coup d'État, c'était deuxième coup d'État grave, Bokassa est tombé. Troisième coup d'État, Bozizé, celui que Paris a utilisé pour renverser Bokassa. Peut-être Bozizé est arrivé au pouvoir sur les chars français. C'est les chars français qui ont amené Bozizé au pouvoir. Une fois que Bozizé a fait l'erreur de ramener la Chine dans le partage des richesses de la Centrafrique avec les Sud-Africains, Hollande, Paris a dit, monsieur, tu pars. Et c'est comme ça qu'on a créé la Séléka. Bozizé a demandé le respect des accords de coopération, des accords de défense. Hollande va dire, la France ne se mêle pas des affaires intérieures d'un État. On a sorti les articles des accords de défense. Paris a dit, on s'en fout. C'est nous qui interprétons ce qui est dedans. Les accords de défense. Plus grave, quand la Séléka commence à s'agiter, Bozizé dit, ok, je n'ai pas de pouvoir. Voici une date, je propose une date pour partir du coup. Je demande un temps de transition qui va préparer qui va organiser mon départ du pouvoir. On dit non, même ça on ne veut pas. C'est-à-dire que si on avait respecté ça, il n'y aurait pas eu un seul mort en Centrafrique. Mais par là, non, on ne veut pas. Non, pas tout de la suite. Séléka, c'est-à-dire qu'ils sont entrés en guerre. On a chassé Bozizé comme un rat, ils sont réfugiés au Cameroun. C'est le président Biaki l'avait accueilli à l'époque. Alors, Madame Vanessa, quand vous regardez cette tradition de coup d'État, tous ces gens-là qu'on a débarqués du pouvoir, chaque fois qu'ils ont voulu s'émanciper de Paris, ont eu un coup d'État. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est très compliqué de comprendre que Touadéra a commis le crime des crimes, à savoir introduire officiellement la Russie en RCA. Il faut le chasser avant la fin. Et alors, les conséquences sont claires. Paris, comme d'habitude, dans sa pure tradition, a organisé le coup d'État, a donné l'ordre à ses miliciens qui sont en Centrafrique de dire renversez-moi ce monsieur, renversez-moi ce monsieur. Et Paris n'est pas seul dans le coup. Toute la clientèle néocoloniale, cette classe politique centrafricaine pourrie, une bande de vauriens, les fils Mokassa, soi-disant opposants, tous ces classes politiques qui vivent à Paris, on est parisiens, et les chefs de milices, tous ces réseaux qui mangent dans la mort de ces pays, tous ces Centrafricains traîtres, on les connaît, tous ces leaders-là, se sont alliés avec Paris. Ils ont fait une alliance avec les milices, avec Paris, pour renverser le président Touadéra. Seulement ça a échoué. Paris, bien sûr, Paris vient d'échouer encore. Après avoir échoué en Guinée équatoriale, elle vient d'échouer en RCA. Ne voulons donc pas cumuler deux échecs gravissimes en un temps record. Il fallait donc inventer ce document, entre autres, qui a pour mission de faire la diversion, de cacher l'image hideuse de ce pays, de cette criminocratie, pour distraire les gens et dire que c'est le président Obiang qui a fait le coup d'État. Ça, nous n'avons soulevé qu'une partie de l'affaire. Les autres parties sont dans le temps. Nous allons ouvrir. D'accord, merci beaucoup au président Bandakani pour cette analyse. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.